Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV pour Cannes+, votre rendez-vous désormais quotidien autour de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À mes côtés, comme d'habitude, Noha Bazir. Bonjour Noha. Bonjour Anas, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous les jours à partir de 13h30 pour toute l'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, pour parler de cette rencontre, on aura des sonores, bien entendu. On parlera avec Walid Regragui, de loin, à distance quand même. On parlera avec des joueurs de la sélection nationale qui étaient présents en zone mixte. Le match Maroc-Comores, c'est avec le flash de la CAN dans un instant. Grosse révolution à la Confédération africaine de football. La CAN pourrait avoir lieu. Première victoire en match d'ouverture donc de la sélection marocaine. Les hommes de Walid Regragui se sont imposés face aux Comores par 2-0 après une première mi-temps difficile. Brahim Diaz inscrit le premier but de la rencontre à la 55e minute de jeu avant que Ayoub El Kaabi ne double la mise d'une retournée acrobatique spectaculaire à la 74e. Le deuxième match du groupe A opposera aujourd'hui le Mali à la Zambie au complexe Mohamed V de Casablanca et ça sera à partir de 15h. Et c'était sous une pluie battante que le football africain était de retour ce dimanche. Au niveau du 11 titulaire marocain, pas vraiment de surprise avec un Brahim Diaz bien présent sur la feuille de match. Dès la 10e minute de jeu, le Madrilène a obtenu un penalty manqué malheureusement par Soufiane Rahimi. Brahim Diaz a tenté de faire bouger les lignes durant la première mi-temps et semblait animé par l'envie de bien faire. Dès le retour des vestiaires, il fait trembler les filets après avoir été servi par Noussair Mezraoui, acclamé par le stade à sa sortie. Élu homme du match, Brahim Diaz a vécu sa rencontre comme une vraie bouffée d'air frais après un début de saison compliqué au Real Madrid. Et puis autre info, le capitaine des Lions de l'Atlas est sorti dès la 18e minute de jeu lors du match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations face aux Comores, victime d'une blessure au genou suite à un duel avec Rafik Saïd sur une course défensive. Le défenseur doit passer des examens aujourd'hui et espère qu'il n'y a rien de grave. Romain Seyss a quitté ses coéquipiers en larmes avec beaucoup d'émotion, mais le capitaine marocain a tenu à rassurer son public. Je vous propose de l'écouter. La blessure, on va voir, on va faire des examens demain. J'espère rien de très grave, mais bon, pas voulu prendre de risques non plus. Il faut des joueurs à 100%. Ça m'attriste parce que j'ai fait énormément d'efforts pour revenir et pour être là. Donc, mais c'est comme ça, c'est le Mektoub. Donc, Inch'Allah, ça va aller. Et puis voilà, on verra ce que les examens vont donner et puis après ce sera une course contre la montre en fonction du temps d'arrêt, donc mais voilà, faut être positif, Inch'Allah. Et c'était le flash de la CAN pour vous présenter l'essentiel des informations de cette première journée du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Anas, et là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec le débrief. Vous nous avez présenté l'actualité, moi je vais présenter l'invité du jour. C'est Saïd El Abadi, journaliste sportif du groupe Canal+, auteur du livre à succès, je l'espère bien, l'histoire du football africain et ami de la famille Média TV. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Bonjour Saïd. Bonjour à vous deux et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et avec vous, on va forcément parler de cette victoire marocaine face aux Comores. C'est l'heure du débrief. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, parler vraiment foot, Saïd El Abadi, vous avez assisté hier soir à la cérémonie d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu les images, malheureusement on n'a pas pu y assister, mais on peut dire que cette Coupe d'Afrique des Nations pour cette cérémonie a été remarquable, exceptionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous qui étiez là-bas? Elle était formidable, elle était exceptionnelle, et c'est vrai qu'on attend forcément, on parle du terrain, mais quand on lance une compétition, il y a toujours cette cérémonie d'ouverture, et c'est vrai qu'elle lance quelque chose, et là, elle était à la hauteur, de tout événement exceptionnel, parce que alors, à titre vraiment, oui, on va tirer le trait, mais on peut la comparer à une Coupe du Monde ou à des Jeux Olympiques. Elle a été à la hauteur d'une véritable cérémonie d'ouverture. On a eu la luminosité, on a eu l'ambiance, on a eu les chants, on a eu la joie. Alors oui, il y a eu la pluie, mais tout était parfait. Du début à la fin, l'orchestre a été parfait. Et ça a lancé quelque chose. Parce que je vous rappelle que
vous le savez mieux que moi, mais cette CAN va être diffusée dans énormément de pays et c'est important l'image, parce qu'il y a le terrain comme je vous l'ai dit, mais l'image qu'il y aura autour, elle est importante pour le Maroc et ça a parfaitement lancé la chose, ça a montré que le Maroc était réellement prêt et qu'il allait le démontrer tout au long du mois. Et au-delà justement de juste l'organisation de la cérémonie d'ouverture, vous avez pu rentrer dans le stade, voir un peu comment ça s'est passé au niveau de l'organisation. Quelle a été votre expérience quant à ce match? Justement, j'ai pris l'expérience du grand public, c'est-à-dire que je n'avais pas envie pas de travailler, mais j'avais pris ma journée, entre guillemets, Tant mieux. pour regarder le match vraiment en famille. L'expérience spectateur. Expérience spectateur. Et du coup, j'ai vraiment pu faire le trajet spectateur. Et en fait, c'était parfait. Au niveau de l'organisation, au niveau de la sécurité, au niveau des badges, au niveau des visas qu'il fallait, les fameux Fine ID qu'il fallait valider, etc. Tout s'est bien passé. Moi, je n'ai eu aucun souci. Il y a eu un petit peu de foule, mais c'est normal comme dans tous les stades. J'ai fait plein de stades dans le monde entier et c'est la même chose. Et au sortir, alors oui, quand on sort, il y a du monde évidemment parce qu'on n'ouvre pas toutes les portes, mais globalement, moi, j'ai marché un petit peu pour aller récupérer ensuite un taxi tranquillement et rentrer chez moi. Et ça s'est parfaitement passé. À l'intérieur, j'ai été bien indiqué lorsque je cherchais ma place, etc. Et j'étais parfaitement assis pour admirer le spectacle. Une soirée parfaite du début jusqu'à la fin, Nour. Absolument, et si on doit rentrer un peu plus, alors on va dire que les Lions de l'Atlas étaient vraiment au rendez-vous, malgré une première mi-temps assez difficile, on y reviendra un peu plus en profondeur, mais globalement, les Lions de l'Atlas étaient présents et ont marqué les esprits avec notamment de belles réalisations. Anas, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur cette rencontre? Est-ce que vous avez été déçu de la première mi-temps des Lions de l'Atlas? Forcément, on peut être un peu déçu de la première période, je dirais. Il y a certaines statistiques qui sont un peu sorties. On dit que le Maroc n'a cadré aucun tir, même si on comptabilise quand même le pénalty raté de Sofiane Rahimi. Les Comores, ça a été très compliqué pour eux dans cette rencontre. Seulement 64 passes lors de la première période. On en a parlé tout à l'heure, Noah. Le Maroc en a fait 344. Ça prouve à quel point le Maroc a été dominateur, mais une domination stérile. Est-ce que justement, cette composition, on peut en parler d'abord de ce 11 de départ concocté par Walid Regragui, a été un peu surprenant de voir certains noms, de voir Saibari à gauche, Rahimi en 9 à la place d'El Kaabi. Est-ce que ça a été surprenant selon vous? C'est exactement ce que j'allais souligner. Vous me l'avez ôté de la bouche. C'est vrai que moi, de voir Saibari sur l'aile, ce n'est pas son habitude en fait justement, ça m'a surpris. De voir Rahimi titulaire, je ne m'attendais pas à ça non plus. Mais après, bon, soit Rahimi reste un bon joueur et c'est vrai qu'il fallait le tester. Mais c'est vrai que de voir Saibari, ça m'a vraiment surpris et je trouve que ça a un peu déstabilisé l'offensive du Maroc. Donc j'ai trouvé ça un peu dommageable de la part de Walid Regragui de vouloir commencer tout de suite à innover dès le premier match. Après, ça peut se comprendre, on a un bloc bas en face, on a envie d'aller le percer, etc. Mais après, là aussi, où peut-être il faut aussi souligner cette chose-là, ça reste un premier match. Il y a un premier match, encore plus à domicile, encore plus quand vous avez cette cérémonie d'ouverture, plus le public, plus le prince qui était présent, qui vous a, à un moment, je me rappelle de l'image qui était marquante, qui serre la main à Romain Saïs et qui lui dit « écoute ». Parce qu'en fait, à un moment, on a tous acclamé. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette pression. D'ailleurs, aussi, on parle de Romain Saïs, mais quand votre capitaine sort au bout de 10 minutes de jeu, ça a un peu déstabilisé tout le reste. Mentalement, c'est compliqué, absolument. Et c'est vrai que moi, c'est la première fois que je vois peut-être Naïef Aguerd un petit peu déséquilibré. Alors, il a fait de très bonnes interventions, mais à un moment, on avait du mal à le situer. Vous aurez l'occasion de le noter tout à l'heure. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choix surprenants, et c'est vrai que le premier choix quand même surprenant, c'était Saibari. Vous le voyez justement à la composition juste devant nous ici. On le rappelle, c'était quasiment du classique peut-être. Est-ce qu'on peut considérer Romain Saïs comme une surprise quand on sait qu'il a quand même été un cadre de Walid Regragui pendant la Coupe du Monde 2022? Avant son départ pour le golf, eh bien, ça a été l'essentiel, vraiment un titulaire. Ces 3 joueurs qu'il met sur la pelouse, c'est Ounahi, Hakimi et Saïs. Et ensuite, le reste, on le verra. Mais vous l'avez vu, Saibari à gauche, Rahimi devant. Ça a été vraiment peut-être quelques surprises, mais peut-être parce que Walid Regragui ne s'attendait pas à voir une équipe des Comores aussi haute sur le terrain peut-être? Oui, parce que je pense qu'il s'attendait réellement à ce que ce soit plus bas. Mais là aussi, c'est peut-être dommageable parce que les Comores, en réalité, oui, c'est une petite nation en termes de football, mais ça évolue et ça ne reste plus forcément que derrière. Et on a pu le voir. Alors oui, ils étaient très attentistes, mais au moindre contre, ils se projetaient. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait énormément de vitesse quand même de la part des Comores. Absolument. Donc c'était assez dangereux. Et je pense qu'il n'a peut-être pas mesuré que les Comores pouvaient être dangereux à un moment ou à un autre. Donc
c'était un choix, c'était un défi de sa part. Il a tenté, ça n'a pas fonctionné. Et on s'est rendu compte qu'en seconde période, dès que El Abdé est rentré, déjà on avait un dribbleur. Et je pense que c'est ce qui manquait un peu dans cette équipe marocaine, un dribbleur. Et beaucoup le souligneront, on n'avait pas de dribbleur hier en première période. Et normalement, on nous a habitués par le passé à avoir ce petit dribbleur qui nous fait une petite différence, que ce soit sur un côté ou dans l'axe même. Parce que hier, c'était sympa de voir beaucoup de centres. Et effectivement, ça peut fonctionner, mais les centres n'arrivaient pas forcément, ou alors la tête n'arrivait pas. Et malheureusement, dans l'axe, on n'avait personne pour percer, dribbler et tenter une frappe lointaine. Et c'est vrai qu'en première période, on n'avait pas du tout ça. Et ça, c'était dommageable. D'ailleurs, vous faites si bien de le dire, l'équipe des Comores a très bien disputé son premier match quand même pour cette phase de groupe. On va d'ailleurs regarder plus tard, on reviendra sur la déclaration du sélectionneur comorien. On va parler du sélectionneur comorien. Pourquoi pas parler du sélectionneur marocain, Walid Regragui, qui était présent en conférence de presse d'après-match avec Brahim Diaz et il s'est exprimé sur la rencontre. Je vous laisse l'écouter. Toujours difficile pour le pays organisateur parce que voilà, beaucoup d'attentes. C'était la fête avant le match, beaucoup d'attentes aussi dans le vestiaire. Ça fait 2 ans qu'on travaille pour préparer aussi cette Coupe d'Afrique, donc beaucoup de tensions. Mais voilà, en plus le scénario du match ne nous a pas aidé en première mi-temps avec le pénalty loupé, la blessure de Romain Seyss d'entrée de jeu. Souvent, dans ces moments-là, on peut douter et se dire c'est pas un bon jour pour nous. Mais on a joué avec nos qualités surtout, notre état d'esprit, de ce qu'on se fait depuis 1 an et demi. On est resté patient, même si en première mi-temps, on a manqué beaucoup de présence dans la surface. On a eu cette possession un peu que vous avez vu par certains moments dans l'année avec nos défauts, qu'on a vite corrigés en deuxième mi-temps. Et quand on les a corrigés, plus les Comoriens ont beaucoup couru en première mi-temps, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. On savait qu'en deuxième mi-temps, à un moment donné, ils allaient peut-être craquer. Et dès qu'on a mis un peu de mouvement, qu'on est passé par les côtés et qu'il y avait de la présence dans les surfaces, on a ouvert le score. Et après, le deuxième but de Ayoub qui a été extraordinaire, avec les mêmes principes. Donc voilà, 2-0, c'est mérité. On aurait peut-être même pu aller mettre un 3e. On s'est un peu relâché dans les 5-7 dernières minutes, ce qui peut un peu pas m'énerver, mais m'irriter, parce qu'il faut rester concentré et respecter jusqu'au bout. Mais c'est très très bien pour le public, pour l'équipe. Et on sait qu'on va monter en puissance. De toute façon, l'objectif, c'est pas d'être prêt et de faire le meilleur match possible dès le premier match. Donc voilà. Bon, le sélectionneur marocain l'a dit à plusieurs reprises, les Marocains, la première mi-temps n'était pas aussi facile que la deuxième. Mais Saïd Abadi, il faut le dire que le football, ce n'est pas seulement 45 minutes, c'est 90 minutes de jeu. Bien sûr, si les deux équipes font égalité, ils iront au temps additionnel. Mais il faut dire que 90 minutes de jeu ont finalement été suffisantes. Le Maroc a finalement, Walid Regragui, ses choix ont porté leurs fruits avec l'entrée en jeu de El Kaabi. Oui, en fait, ce qu'il y a de compliqué dans ce type de rencontre, c'est de marquer le premier but. C'est un premier match, on le sait très bien, il y a la pression, comme on l'a très bien dit exactement, c'est de lancer sa compétition. Vous avez une équipe qui joue derrière, vous voulez marquer. Et en fait, le but à ce moment-là, c'est de percer la défense pour ensuite, l'équipe adverse, elle va chercher l'égalisation, donc elle va se découvrir et vous allez avoir la place, les possibilités pour ensuite marquer d'autres buts. Mais là, en première période, il y a eu cette difficulté à décadenasser justement ce verrou et cette défense. On a bien cru que ça allait fonctionner avec ce penalty bien cherché parce qu'on a vu, moi j'étais en plus, c'est vrai que j'étais bien placé, j'étais juste derrière ce but-là. Et on a vu que les ailiers marocains et les attaquants tentaient de chercher un penalty et ça c'est une très bonne chose aussi. Rahimi tombe juste quelques secondes auparavant, avant la faute sur Brahim. Et là c'était la bonne chose, le penalty c'était parfait pour ouvrir le score et ensuite c'était parfait. Sauf que malheureusement je pense que Rahimi, aussi bon tireur qu'il est, ça n'a pas fonctionné cette fois et malheureusement il a fallu attendre la seconde période, voir un peu plus de libération. Pour avoir le moment de délivrance. Et bon, continuer un peu plus sur cette composition marocaine. On peut dire que la composition marocaine, le 11 de départ, va évoluer avec la compétition. Le premier match est toujours très stressant, avec beaucoup de pression. On peut dire que le prochain adversaire, le Maroc, Walid Regragui, reformulera un peu, proposera une formule différente.
Je pense oui. Alors déjà en plus c'est simple, au niveau de la défense, on va voir s'il va réajuster. Est-ce qu'il va garder Yarmik à côté de Aguerd? Est-ce qu'il va nous tenter un nouveau coup de poker? On ne sait jamais. Mais en tout cas, je pense qu'il commence aussi à avoir un petit peu de certitude parce que c'est un premier match. On teste un petit peu son effectif en même temps, voir qui peut répondre présent ou non. On a pu voir que les Comores, c'était pour certains peut-être un peu dur, la pression, etc. Peut-être que certains se sentent plus à l'aise d'entrer en jeu en tant que joker. Et là, en face, on aura le Mali. Le Mali, ça sera beaucoup plus costaud que les Comores. Et les Maliens ont beaucoup plus peut-être de technique. Au niveau de la phase offensive, ça risque d'être beaucoup plus compliqué parce que offensivement, c'est un peu plus impressionnant. C'est capable de se projeter encore plus rapidement vers l'avant. Donc là aussi, il faudra être malin, il faudra être très vigilant au niveau du milieu de terrain. Donc je pense qu'on peut avoir des réajustements, pas trop non plus, mais je pense que ce qu'il faudra surveiller, c'est la défense centrale, c'est sûr et certain. Et surtout, est-ce qu'il va nous retenter des faux ailiers ou des vrais ailiers cette fois? Je pense que cette fois, il a compris qu'on a tenté une fois, on va revenir sur du schéma classique. Et pour parler un peu des Comores rapidement, parce que cette équipe quand même, elle a été assez valeureuse dans cette rencontre. Elle a tenté au maximum. Yannick Pandor a été incroyable dans ses buts. Une équipe comorienne, forcément, peut-être ce type de jeu-là de sa part, c'est pas surprenant. On l'a déjà vu il y a 4 ans lors de la CAN 2021 avec cette défaite étriquée face au Cameroun à 10 contre 11 avec un défenseur en tant que gardien de but. Tellement de facteurs qui ont fait que même cette défaite-là, elle a quand même un goût savoureux peut-être pour les Sélacantes. Une équipe des Comores hier qui a manqué peut-être je ne vais pas dire de réalisme devant lui, parce qu'ils ont eu une seule occasion, une seule ou deux, en tout cas avec une tête au deuxième poteau qui passe à côté des poteaux de Yassine Bounou, mais on les a sentis peut-être moins piquants lorsqu'ils en avaient l'occasion. Je pense qu'ils ont peut-être perdu en énergie à force de défendre. On ne se rend pas compte en fait du travail que c'est. Du travail que c'est, parce que vous avez, mine de rien, si nous on est supporters marocains évidemment, et qu'on se dit « Ah, il n'y arrive pas à marquer, c'est compliqué, il ne donne pas assez peut-être », mais en fait, quand vous êtes défenseur, il faut se coltiner toutes ces attaques des Lions de l'Atlas, mine de rien, parce que défendre sur un Saïbari qui ne fait que dribbler, défendre sur Al-Himi qui ne fait que de courir à droite à gauche, même Brahim Diaz, défendez sur Brahim Diaz, vous allez voir que c'est éprouvant. Donc je pense que le fait d'avoir énormément défendu, on perd en énergie, et forcément quand on se retrouve en phase offensive, on a moins de joueurs présents pour pouvoir tenter quelque chose offensivement. Donc malheureusement pour eux, ça ne s'est pas passé comme ils l'auraient voulu. Tant mieux pour nous, une bonne chose. Mais je pense que les Comores, s'ils s'appuient sur ce match-là et travaillent peut-être un peu plus leur phase offensive, ça peut être une bonne surprise et pourquoi pas se qualifier pour les huitièmes de finale par la suite. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé leur envie, leur style de jeu, leur défense. Ça, j'ai bien aimé et j'ai beaucoup aimé leurs spectateurs surtout. Leurs supporters qui étaient très enthousiastes. On en a passé un sur Média TV, il me disait, il pensait 4-0, ensuite il disait 2-0 pour le Maroc. En fait, il disait qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochait du stade, eh bien, le score se rapetissait pour le Maroc, donc peut-être match nul. Et à ce moment-là, dans le stade, il y aurait une victoire des Comores. Donc c'est vrai qu'ils étaient très confiants malgré tout pour cette rencontre. Il avait même dit adversaire facile dans un environnement hostile. Absolument. C'est une bonne formule. Absolument. Finalement, il a perdu. Et pour revenir un peu plus sur les réactions à chaud de nos joueurs de l'équipe nationale, je vous propose de regarder la réaction de Naïf Aguerd. Le plus important, ce sont les 3 points que nous avons récoltés aujourd'hui. Ce n'est pas le visage que nous voulions montrer en première période, mais nous savions que l'adversaire allait se replier. Mais nous savions qu'ils allaient se fatiguer en deuxième période. Je suis content pour tous les joueurs aujourd'hui, en particulier les remplaçants. Je parle de Ayoub Al-Kaabi et de Bilal Al-Khannous. Nous avons essayé de faire notre travail dès le début du match afin qu'ils puissent eux aussi apporter leurs efforts. Si vous demandez à n'importe quel Marocain aujourd'hui, il vous dira qu'il est heureux de cette victoire. Bilal Khannous, Jawad Liamir, Zelzouli ou également Ayoub El-Kaabi, il en a parlé. Le coaching a été plutôt gagnant de la part du sélectionneur Walid Regragui. Il a réussi à s'adapter dans un match où la première mi-temps était très compliquée pour lui. Oui, et c'est là où on voit que la capacité de réaction de la part du sélectionneur et même des joueurs, parce que c'est important. Bon, après, on aimerait bien voir les joueurs on aimerait bien. Façon de parler, on n'a pas envie qu'ils se prennent un but, mais peut-être aussi voir comment ils vont réagir lorsqu'ils se prennent un but. C'est important aussi de savoir si on est capable de réagir. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de montrer qu'on a le banc pour réagir et pour marquer des buts. Et c'est vrai que, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut surveiller, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont bons lorsqu'ils entrent en jeu. Je ne sais pas si El-Kaabi, je l'adore ce joueur, mais je ne sais pas quand il est titulaire s'il est capable d'inscrire des buts décisifs. Par contre, lorsqu'il entre en jeu,
il est injouable. Ce joueur, vous regardez par le passé dans ses sélections, lorsqu'il entre en jeu, il est capable de marquer. Et en plus, regardez le but qu'il met. Moi, ce qui m'a impressionné chez lui, c'est le pressing qu'il fait. Exactement. Dès la première minute, dès qu'il rentre en jeu, il y a un pressing sur Yannick Pandor qui vient du côté droit. Et c'est peut-être cette énergie-là qu'il a qui lui permet de se montrer seulement lorsqu'il entre en jeu. Parce que peut-être que lorsqu'il est en match, à ce moment-là, il a du mal peut-être à rentrer dans le match et qui ensuite, forcément, il se fatigue comme tous les autres joueurs. Oui, oui, oui. C'est peut-être aussi la différence avec Ayoub Kabi, qui a beaucoup côtoyé les championnats africains, donc il connaît un peu plus le jeu africain, la Coupe d'Afrique des Nations, donc peut-être il a pu s'adapter plus facilement, peut-être, et avec une motivation plus importante. Oui, c'est quelqu'un qui a un énorme bagage, c'est vrai. Une expérience, oui, voilà. Et puis il le connaît très bien aussi en Europe, mais c'est vrai qu'en Afrique, Ayoub El-Kabi, il a un passé, il a un vécu, il sait comment prendre ses défenses. Donc il a cette habitude, il sait s'adapter. Et ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que sa capacité d'entrer en jeu et de ne pas perdre de temps, donc dès qu'il entre en jeu, on le voit tout de suite actif. Et ça, ce type de joueur, on en a besoin. On en a toujours besoin parce que lorsque vous vous retrouvez face à des équipes comme ça, où c'est barricadé, difficile. Alors oui, Brahim Diaz a ouvert le score juste avant, mais lui est capable d'ouvrir le score à n'importe quel moment. Il est capable de... On ne l'espère pas pour nous, on n'a pas envie d'attendre ce moment-là, mais à la 90e minute, Ayoub El-Kabi peut vous déverrouiller un match et vous offrir le titre le 18 janvier prochain. Donc ça, c'est ce qu'on aime. Et il faut des joueurs comme ça, c'est hyper important dans chaque équipe. Après, là où c'est important aussi, c'est d'avoir des joueurs titulaires capables de marquer avant, pour aussi rassurer tout le monde, rassurer l'effectif. Mais c'est bien d'avoir ce type de joueur. On parlait de Bilal El-Khanous aussi. C'est vrai que lorsqu'il entre en jeu, il apporte aussi ce plus. Il y a des joueurs... Comme ce qui est arrivé face à l'Ouganda lors du match amical à Tanger. Il y a des joueurs... C'est bizarre de le dire, mais des joueurs qui sont plutôt aptes, meilleurs lorsqu'ils entrent en jeu, que lorsqu'ils sont titulaires et vice-versa. Une question par rapport au mental de l'équipe. C'est-à-dire que ça fait 19 victoires consécutives pour la sélection nationale. Un record qu'on continue d'allonger au fur et à mesure des semaines. Ça montre forcément que la sélection arrive toujours à gagner, mais est-ce que peut-être le fait de jouer contre des équipes un peu plus modestes, on a vu les derniers matchs, que ce soit Mozambique, Ouganda, le Niger, hier soir les Comores, est-ce que lorsqu'on arrivera face à une équipe qui sera au même niveau que nous, même supérieure à nous, est-ce qu'on arrivera peut-être à réagir, à avoir ce déclic lorsqu'on concède un but, lorsqu'on concède deux, de revenir dans le match, parce qu'on a toujours eu l'impression que le Maroc était toujours dominateur, que ce soit dans le jeu ou même dans le score? C'est la grande question, et c'est vrai que c'est une question que moi je me pose depuis un petit moment, parce que c'est vrai que l'expérience, engranger de l'expérience et de la confiance lorsque vous gagnez des matchs, c'est important. Ça, oui, tout le monde vous le dira. N'importe quelle équipe que vous affrontez, c'est pas un problème, tant mieux. Mais c'est vrai que la férocité que vous retrouvez en face, si vous n'avez pas d'équipe compliquée à gérer, on se demande si vous êtes capable de réussir ensuite. Si vous affrontez le Sénégal ou l'Afrique du Sud comme en 2024, est-ce qu'on sera réellement capable de les battre ? Je souhaite qu'on le fasse, mais il faut justement que cette équipe nous le prouve. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une équipe contre le Mali dès le deuxième match. Alors oui, le Mali, c'est pas non plus le dernier champion en titre, mais ça reste une équipe qui est vraiment impressionnante. Plus joueuse, on peut dire. Beaucoup plus joueuse, beaucoup plus physique, qui est capable de nous malmener. Et ça va être important. C'est un deuxième match, il va falloir confirmer et aller chercher sa qualification dès le deuxième match. Donc du coup, ce moment-là sera important. Mais c'est vrai que par la suite, en huitième de finale, voire peut-être quart de finale, etc., on risque d'affronter des adversaires beaucoup plus costauds. Après, cette équipe du Maroc et de Walid Regragui, elle a prouvé en 2022 que lorsqu'elle affrontait des équipes joueuses et de grande qualité, elle était présente. Est-ce qu'il faut affronter des grosses équipes pour aller au bout ? Peut-être que cette équipe, elle préfère jouer des grosses écuries. Bon, là, elle a prouvé qu'elle gagnait contre des petites. Bien sûr. Mais peut-être que contre des grosses écuries, elle jouera beaucoup mieux parce que ces grosses écuries-là prendront le ballon, justement, et nous laisserons peut-être déployer un jeu autre que Regragui adore. Actuellement, est-ce qu'on peut dire finalement, après cette rencontre, qu'il y a des choses positives et des choses négatives à retenir? Est-ce que Walid Regragui, à votre avis, en rentrant chez lui, le soir, s'est dit rassuré par cette première prestation? Il n'était pas avec lui. J'ai un rapport si vraiment vous êtes très amis et là... Non, c'est vrai que il peut comprendre, il peut se mettre à sa place. Mais oui, non, mais c'est... je pense que oui. Alors, je ne veux pas dire qu'il est content, mais je pense qu'il était content parce qu'il a vu énormément de choses. Dans le sens où il a vu que son équipe était capable de réagir. Déjà, il a vu une victoire et ça, c'est une très bonne chose pour la confiance. Ensuite, il a vu
que certaines choses n'ont pas fonctionné. Et quand on est entraîneur, c'est aussi bien parce que ça veut dire que quand on est entraîneur, on ne se reposera pas sur ses lauriers. Je ne pense pas que Walid Regragui se repose sur ses lauriers, donc déjà c'est une bonne chose. Mais il va pouvoir modifier, ajuster beaucoup de choses et ça va lui permettre, lui, et aussi de garder son effectif vraiment la tête concentrée tout au long de la compétition en se disant « Regardez les gars, là on a gagné, mais pendant 60 minutes, ça a été très compliqué. On n'a pas réussi à marquer contre les Comores, on a raté un penalty, on n'a pas été capable de tirer plein de fois au but alors que normalement on est censé dominer cette formation-là. Donc il y a énormément de choses qu'il va devoir travailler. Je pense qu'il y aura beaucoup de spécifiques vidéos qui vont arriver pour les joueurs. Donc bon courage à eux parce que les spécifiques vidéos, je sais qu'ils ne sont pas très fans en général les joueurs, mais il va falloir travailler sur ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, oui, le côté négatif, évidemment, c'est la fameuse blessure de Romain Saïs. Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle n'est pas grave? Est-ce qu'il va pouvoir compter sur lui par la suite? Est-ce qu'il va devoir tout de suite modifier sa défense centrale? Là aussi, c'est important de le savoir. Donc, il va devoir travailler. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce que les joueurs et le staff doivent rester concentrés tout au long de la compétition et je pense que c'est pas mal. Et d'ailleurs, on peut dire que pour les premiers matchs de groupe, on peut dire qu'en fait, ils sont différents et que Walid Regragui s'adaptera au fil à mesure. Et on peut même dire que les phases finales, c'est un tournoi complètement différent finalement. Totalement. Donc, dès que vous entrez dans une phase finale, déjà, c'est simple. Vous avez ce qui pend un peu au nez, c'est l'élimination en cas de défaite. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Donc, du coup, on entre dans une nouvelle compétition. Et peu d'équipes, savent jouer 2 compétitions dans une. C'est-à-dire qu'il y a cette phase de poule et ensuite se dire maintenant on est en phase finale. C'est un tout autre tournoi, comme pour la Ligue des Champions en Europe par exemple. Exactement. Le PSG l'an dernier, phase de poule catastrophique entre guillemets, et regardez le résultat par la suite. Côte d'Ivoire en 2023, même scénario. Absolument. Exactement. Donc c'est là où il faut être bon. Il faut savoir se qualifier aisément pour avoir sa première place et s'ouvrir un joli tableau, mais il faut aussi ne pas tout donner pour en garder sous le pied, comme on dit, et tout donner ensuite par la suite et être parfait jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Et il faut savoir trouver le juste milieu. Et c'est ça qui est compliqué quand on est joueur, parce que c'est aussi au coach et au staff technique de gérer ça. Donc ne pas tout donner, ne pas tout révéler, mais en même temps se qualifier facilement et être prêt pour la phase finale. Donc ça, c'est très important. Mais je pense que cette équipe, si elle se qualifie, elle arrive à se qualifier dès le prochain match contre le Mali. Elle pourra préparer tranquillement son match contre la Zambie. Ça fera un 3e match de préparation. Se concentrer comme il se doit pour les 8e de finale. Parce que, rappelez-vous, on a une difficulté, nous. C'est-à-dire que les 8e et les quarts, depuis des années, on ne les passe pas. Oui. Donc ça va être important. Et je me demande même si finalement ce ne sont pas deux, mais 3 compétitions que nous, les Marocains, on va disputer. Même la phase finale, on la coupe en deux. Voilà, parce que tant qu'on ne passera pas ce stade des quarts de finale, on ne peut pas penser au titre encore. On a encore un manque d'expérience sur le continent. On a passé on a été en demi-finale en 2022, mais est-ce qu'on a été en demi-finale en Coupe d'Afrique? Depuis 2004, non. Justement, vous parlez de ces joueurs-là qui ont connu des éliminations. Il y a plusieurs cadres dans cette sélection, mais il y a quelques petits nouveaux parmi eux. Le latéral gauche, Anas Salahdine, qui a été auteur d'une passe décisive. On en parlera tout à l'heure lors de la 2e partie de Ken+, mais il s'est exprimé en zone mixte aux journalistes. Je vous laisse l'écouter. C'est ma première Coupe d'Afrique, c'était très spécial. Vous avez vu le public, vous avez vu les supporters, tout le monde est heureux. Incroyable, ils ont été notre 12e homme aujourd'hui. Je tiens donc à remercier tous les supporters qui étaient là aujourd'hui. Merci à tous. Vous nous avez fait gagner le match. Bien sûr, c'est le premier match de la compétition qui nous donne confiance et nous allons tout faire pour aller chercher la victoire à chaque match, Inch'Allah. Et pour parler forcément de Walid Regragui, bon, on a fait la blague tout à l'heure, vous êtes très proche de lui, pas vraiment, mais dans sa tête, si on rentre dans sa tête à Walid Regragui, Tariq Skitiwi remporte le Chan et remporte la Coupe arabe. Nabil Baha remporte la Coupe d'Afrique U17. Mohamed Wahabi gagne la Coupe du Monde U20. Est-ce que tout ça, tous ces trophées qui sont censés normalement faire briller le football marocain, est-ce que ça vient mettre un peu de pression dans la tête de Walid Regragui? Forcément, vous avez cette pression. Je vois où vous voulez en venir, Anas. Non, mais je vois t'as un proche, donc je me dis... Non, mais forcément, ça met énormément de pression. Vous avez remporté la Coupe arabe il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours au final. Et évidemment, il a cette pression, il reste sur une Coupe d'Afrique ratée.
il n'y a pas d'autre mot, c'était raté de se faire éliminer en 8e de finale contre l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Et ça a même été vécu pour beaucoup comme une humiliation. Et c'est vrai de voir ces jeunes entraîneurs, Tariq Sekhtioui, de voir Wahbi gagner la Coupe U20. Et ben forcément on se dit oui, moi va peut-être falloir que je gagne parce que cette demi-finale de 2022 en fait elle commence à dater, ça fait 3 ans, ça commence à dater, maintenant il va falloir que je ramène un trophée. Donc évidemment il y a la pression, évidemment la pression du public, la pression du peuple, la pression alors on ne dit pas politique, mais parce qu'au niveau de tout ce qu'on a mis en place, tous les investissements, en fait il y a tout ça. Et je pense que dans la tête de Walid, forcément ça boue. Donc une grosse pression, mais à lui aussi de faire en sorte que cette pression soit positive. À lui de vraiment se l'approprier et que ce ne soit pas justement sur le dos et que ce soit compliqué à gérer. Parce que mine de rien, si on espère soulever en tout cas ce trophée avec vous. On l'avait en début de Cannes+, mais voilà, on espère le fêter avec vous, j'espère le 18 janvier. Alors tout de suite, on accueille sur notre plateau Nadia Pacoro. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, à nos côtés. Eh bien, plaisir partagé. Vous allez nous parler un peu plus de l'actualité aujourd'hui. Tout à fait. Et on va commencer tout de suite, on commence avec la météo et la vague de froid qui se poursuit évidemment au Maroc. Des chutes de neige, de fortes pluies, des rafales de vent qui sont prévues jusqu'à mercredi dans plusieurs provinces du royaume. Des chutes de neige entre 20 à 40 cm attendues à partir de 1500 mètres d'altitude, notamment dans les provinces de Midelt, Azilel, Bni Millel, Khnifra, Boulmen, Ifren, Sefrou, Tsaza et Gersif. La Direction générale de la météorologie annonce un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Et pour faire face justement à la baisse drastique des températures et en exécution des hautes instructions royales, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a lancé une distribution d'aide à plus de 14 000 familles de la région Fès-Meknès. Denrées alimentaires de base, couverture, 290 colis en tout à ce jour. L'opération Grand Froid donc, a permis de soutenir plus de 30 000 familles au niveau national. Cette opération donc, qui se poursuit. On continue avec les États-Unis et l'Ukraine qui saluent les échanges productifs et constructifs entre les émissaires des deux pays. Ils étaient réunis hier à Miami en présence de négociateurs européens en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine. Leur rencontre s'est focalisée sur l'élaboration et l'harmonisation des positions sur 4 documents clés. D'abord, un plan en 20 points, ensuite un cadre multilatéral de garantie de sécurité, un cadre américain de garantie de sécurité pour l'Ukraine et un plan également économique et de prospérité, des travaux dont le président ukrainien s'est également félicité. Enfin, le soulagement au Nigeria, 130 élèves enlevés en novembre dernier par des hommes armés ont été libérés. Il s'agit du dernier groupe d'élèves kidnappés de l'internat d'une école catholique située dans le centre-nord du pays. La totalité des 300 élèves a donc pu être libérée face à la recrudescence des attaques et des enlèvements en série. Le président nigérian a déclaré l'état d'urgence sécuritaire à l'échelle nationale. Bola Ahmed Tinubu a ordonné le renforcement des effectifs de l'armée et de la police dans les différentes régions du pays. Merci beaucoup Nadia pour cette synthèse de l'actualité. Je voulais vous poser une question. Vous êtes hypé par cette Coupe d'Afrique des Nations quand même ou pas? Vous attendez que le Maroc la gagne au final? C'est une blague. Je n'attends que ça, le Maroc sur le toit de l'Afrique, évidemment. On l'espère. On l'a déjà vu sur le toit du monde arabe, sur le toit des catégories de jeunes. Vous serez avec nous pour le 18 janvier pour le trophée. On l'espère l'avoir ici. Bien sûr. D'autant plus que là, je reviens de Paris et j'ai vu déjà dans l'avion l'atmosphère et l'ambiance de la CAN. Elle est déjà en dehors du continent. Absolument. Dans l'avion, il y avait des supporters sénégalais. Et je peux vous dire qu'eux, ils sont très, très motivés. Des femmes, carrément, de la tête aux pieds, habillées par le drapeau sénégalais. Donc, je peux dire que, bon, il y a demain, pour le Maroc. Fois, vous venez habillé comme ça. Hein? Vous venez habillé comme ça, mais avec les couleurs du Maroc. Avec les couleurs du Maroc Why not? Oui, ça va. C'est parfait. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir été présente avec plaisir, avec nous. On vous retrouve demain à la même heure. Avec plaisir, ça marche.
On poursuit forcément cette émission avec la deuxième partie de Cannes+, après avoir parlé vraiment en général de cette rencontre, de cette victoire du Maroc face aux Comores. On va désormais s'intéresser à quelques joueurs. C'est parti pour le conseil de Cannes+. Le conseil de Cannes+, on va en tout cas essayer d'installer cette habitude tout au long de ces prochains jours. On va se transformer en professeur. On sera un jury, le jury du Festival de Cannes, Festival de la Cannes. Voilà, si on veut c'est presque ça, hein. C'est pas loin. Hein. On est là C'est pour mon ça. moment préféré. Vous avez des ardoises juste devant vous. Je vais vous demander cette fois, la première question en tout cas que je vais vous poser, c'est de m'inscrire votre nom d'homme du match. Officiellement, la CAF a attribué ce trophée à Brahim Diaz après la rencontre. À voir vous, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de la Confédération africaine de football? Non pas que je vous veux des problèmes avec la CAF, loin de là, mais en tout cas, si vous avez un nom à ressortir de cette rencontre, vous l'écrivez et vous en parlez, bien entendu, avec la note que vous voulez. Donc, on va commencer à réfléchir. En plus, on va entendre le bruit de la craie, ça va vous rappeler quelques petits souvenirs. Je vais y aller, vous savez quoi? Allez, je vais être chauvin pro max. Faisons dans l'inédit. Et c'est parti. Allez, on le sort. Alors, j'ai pas écrit mon propre prénom. Je voulais parler de Salah Din, mais c'était trop long à écrire. Donc j'ai dit autant écrire Anas. Donc de votre côté, Saïd, on voit Mazraoui, bien entendu, et El Ainaoui pour Noura. Vous savez quoi? Honneur aux dames. Oui. Noura, pourquoi Nail? Parce que Nail, donc ça commence par Noura, c'est la même. Oui, la même lettre, absolument. C'est pour le N que j'ai choisi Nail Ainaoui. Non, pour moi, Nail Ainaoui a vraiment réalisé un très bon match. Il a été présent sur tous les aspects. Il était impliqué sur tous les ballons. Il a défendu, il a répondu à toutes les balles. Il a empêché aux adversaires d'avancer tranquillement également. Il a vraiment fait un travail impressionnant physiquement dans le milieu du terrain. Et il a vraiment pu alléger la pression, on va dire, un peu le milieu, ouvrir un peu plus d'espace, donner plus de possibilités d'échange. Enfin, moi, je trouve vraiment que Nail Ainaoui, ces dernières années, cette année surtout, il a réalisé un travail fantastique avec le Maroc et j'ai l'impression qu'il est vraiment très motivé. On sent vraiment qu'il veut gagner, qu'il veut faire ses preuves avec le Maroc et je pense qu'il est vraiment... Surtout qu'il est très récent dans la sélection, Absolument. donc peut-être ça aussi. Qu'il est vraiment sur le bon chemin pour moi, donc ça reste Nail Ainaoui. Je suis très d'accord avec ce que vous dites. Pourquoi? Parce que moi, El Ainaoui, ce que j'aime avec lui, c'est c'est un travailleur de l'ombre. Vous savez, c'est le joueur qu'on ne voit pas. On peut dire, je ne l'ai pas vu sur le terrain, moi il ne m'impressionne pas. Mais pourtant, c'est celui qui va ratisser énormément de ballons et qui est énormément précieux. Donc je suis d'accord, j'ai hésité moi. J'ai hésité. Ah oui. Donc j'ai hésité avec donc on n'est pas loin, voilà. Saïd, vous êtes à droite. Moi je suis à gauche. Mazraoui il est à droite. Exactement, et on n'a pas fait exprès. La paire de latéraux qu'on a dans cette sélection, franchement, est-ce que ce ne serait pas, pour parler de Mazraoui déjà, avec déjà l'absence de Hakimi, Mazraoui déjà fait le travail et l'un des meilleurs latéraux d'Europe et du monde. Alors, je vais peut-être hérisser le poil de certains, mais moi, quand Achraf Hakimi était blessé, j'étais pas vraiment inquiet. Parce que justement, il y avait Mazraoui. Il y avait Noussaïr. Et justement, même avis pour moi, je pense aussi. C'est ça. Il peut vraiment faire le taf, quoi. Voilà, alors que, par exemple, Igaman qui s'est blessé, là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, mais on va mettre qui à sa place? Alors que Noussaïr, il apporte quelque chose de différent encore. Il est aussi bon, mais encore différent de Hakimi. Les deux sont très bons, exactement, évidemment. Je ne vais pas dire que Hakimi, je suis triste qu'il soit absent, que je suis content qu'il soit là, mais pas du tout. Au contraire, Mazraoui a eu un apport aussi de leader. Il avait vraiment ce leadership et à un moment, il y a une image qui m'a marqué. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, mais moi je le voyais sur le terrain. C'est qu'Aguerd, à un moment, s'est arrêté de jouer. Oui. Pensant qu'il y avait une faute qui avait été sifflée juste avant. Alors oui, il a expliqué après, parce qu'il a expliqué qu'il avait entendu des sifflets. C'est vrai que dans les tribunes, il y avait énormément de sifflets. Et il s'est dit, oui, l'arbitre a sifflé, je m'arrête. Mazraoui est venu le voir en courant. Je ne sais pas si ça a été filmé à ce moment, est venu le voir en courant pour le pousser en disant hey, réveille-toi. Et en fait, ça m'a marqué. Alors après, Aguerd s'est énervé sur le coup, mais ils se sont fait un câlin un moment après, mais voilà. Ah, c'est ce qu'on disait avec Anas. On dit si tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que le jeu s'arrête. Il faut continuer. Il faut vraiment. C'est pas un sifflet sur un sifflet. On est en match d'envoi, coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc vraiment, il faut être concentré à 1000%. Et surtout si on est le dernier défenseur. C'est ça.
Et moi, je trouve qu'il a eu cet apport, en fait, à la fois leadership, mais aussi technique sur le terrain. En fait, on a vu qu'avec Brahim Diaz, au début, ça se comprenait un petit peu, ça parlait le même football. Avec Anaoui, que vous avez cité, c'est pareil, ça jouait ensemble. Je l'ai trouvé très serein, Mazraoui, et il a eu vraiment cette attitude de leader, et ça a fait du bien. Donc moi, je le mettrais réellement en numéro 1 top joueur sur le match d'hier. Et vous, Anas, alors? Alors moi j'ai donné Anas Salahdine, voilà, donc je suis vraiment chauvin jusqu'au bout. Non seulement je choisis un Marocain, mais en plus j'ai choisi un joueur qui a le même nom que moi. Non, Anas Salahdine, c'est vrai que ça a été une surprise. En plus, même dans les dernières listes de Walid El-Ghraghi, on attendait peut-être un Sofiane El-Karouani qui est l'un des meilleurs passeurs d'Europe dans ce début de saison. Finalement, c'est Anas Salahdine, le latéral gauche du PSV Eindhoven, qui a été choisi par Walid El-Ghraghi. Et quand on le voit sur le terrain, franchement, moi je suis serein, notamment offensivement. C'est-à-dire qu'il apporte des ballons, il tire des corners, il prend de plus en plus de responsabilités dans cette équipe. Et forcément, lui aussi, passeur décisif comme Mazraoui sur le but d'El Kaabi. Et quel but, on va parler d'El Kaabi. Ensuite, je vais vous demander sa note. Mais pour parler d'Anas Salahdine, c'est vraiment quelqu'un qui s'est adapté très vite au jeu de la sélection, aux demandes de Walid El-Ghraghi, même en défense, même s'il a toujours, Ismaël Saibari, il y a toujours ce truc-là de voir l'ailier venir se soutenir le défenseur lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Mais voilà, pour moi, c'est une surprise, c'est une révélation de cette sélection. Et on va même faire peut-être une comparaison avec Mazraoui et Anas Salahdine. On a ces statistiques, vous allez les avoir juste en dessous, juste ici sur le plateau. C'est vrai qu'ils ont eu une prestation peut-être ressemblante. On a vu vraiment que ça soit au niveau des ballons touchés, des récupérations, que ça soit offensivement ou défensivement. On a vu deux joueurs qui se ressemblaient beaucoup, qui savaient manier le ballon. Et il s'appelle Anas. Voilà, c'est mon dernier argument. C'est le seul que je voulais ajouter pour Anas Salahdine. Et c'est drôle que tous les deux, vous ayez choisi tous les deux des latéraux. On a vraiment préparé, juste avant l'émission, on avait comparé les deux joueurs qui avaient obtenu sur Internet à peu près une note similaire. Alors, Ness, qu'en pensez-vous finalement ? Moi, je pense qu'on a la meilleure paire de latéraux d'Europe. Ils jouent en Europe, mais ils évoluent. Ils évoluent au Maroc, déjà, si c'est la meilleure paire. Avec un Hakimi absent. Avec un Hakimi absent, mais... Alors, on va la voir, la comparaison. Excusez-moi, on va juste la voir juste ici. Vous le voyez, les statistiques, on a un peu plus de ballons touchés par Mazraoui, si je dis pas de bêtises, mais parce que Mazraoui aussi, il avait ce rôle-là de rentrer au milieu de terrain. C'est-à-dire que c'était un peu un quatrième milieu de terrain pour faire circuler le ballon et pour aider cette équipe du Maroc à faire circuler, à trouver la faille dans la défense comorienne. C'est vrai que pendant la première mi-temps, tous les centres venaient du côté de Mazraoui, même si on n'arrivait pas à percer un peu l'attaque. Mazraoui a vraiment fait un peu un travail similaire que ce qu'ils réalisent avec Manchester United. Et finalement, ils ont continué à enchaîner les centres jusqu'à pouvoir percer cette défense comorienne. Et sur une passe décisive servie, il a servi vraiment une très belle passe à Brahim Diaz qui a finalement pu inscrire le premier but et délivrer cette équipe nationale. Vous avez aimé ce petit exercice d'écriture? On va le continuer. On va continuer. On va reprendre l'ardoise. Allons-y. Et je vais vous demander de me noter. Alors, il va être difficile à noter celui-là, je vous dis la vérité. C'est Yassine Bounou. Yassine Bounou, qui est le gardien de but de la sélection nationale, qui a eu peut-être un ou deux arrêts à faire dans cette rencontre, tellement il a été peu inquiété. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour ce genre de joueur d'être concentré pendant 90 minutes. Eh bien, alors, on a d'ailleurs une... on a d'ailleurs une statistique. Je vous laisse mettre la note. C'est vrai que c'est pour ça que je vous ai dit que c'est compliqué. Hein, je prends votre craie. Ah, allez-y, prenez ma craie. Super. Allez, comme à l'école. J'aime. Alors, on va se retrouver à être limite tous d'accord, parce que je crois que Saïd a copié sur moi, Noah aussi. Allez. Non, je vais rajouter un petit 0,5 quand même. On note 7 pour Saïd, 7 pour moi. Et Noah, elle a été un peu. Moi, j'ajoute le petit demi parce que pour moi, sur une des actions les plus importantes, il a répondu présent. Il a pu enlever, vous savez, sur une erreur défensive. Il a évité au Maroc de marquer, enfin aux Comoriens de marquer leur premier but. Et en parallèle, il faut le rappeler peut-être à nos téléspectateurs qu'Yassine Bounou a une statistique incroyable, celle d'avoir réalisé son 7e clean sheet à la Coupe d'Afrique des Nations, soit un record pour un gardien du Maroc dans l'histoire de la compétition devant Badou Zaki avec 6 clean sheets.
Alors moi, j'ai un petit plus par rapport à Anes, je pense. Comme j'étais au stade et que j'ai vu la Oh, deuxième, ça y est. la Il seconde veut période. comparer, ça y est. Ah voilà, il faut en profiter, comme quoi. Non, mais... Il a vu de près, hein, il a vu. Et bien justement, pourquoi je mets 7 ? Parce que moi, j'ai pu voir cette seconde période. J'ai vu cet arrêt, justement de très près, où c'est le fameux arrêt de jeu de Naïef qui s'arrête et le Comorien qui arrive directement. Donc ça, c'était un très bel arrêt. Mais justement, il y a aussi des éléments importants. C'est que derrière, alors oui, peut-être que Bounou n'avait pas besoin de faire beaucoup d'arrêts, mais moi, ce que j'ai vu, c'est sa façon de s'exprimer. Et sa façon de s'exprimer auprès de ses défenseurs, c'était très important. J'ai vu le vrai leader qu'il était. Parce que c'est vrai que derrière la caméra, enfin, quand on est à la télévision, derrière la télévision, on a tendance à pas vraiment voir le gardien de but, ou même quand on est en tribune de presse, on est un peu éloigné, etc. Quand on est derrière, on se rend compte de son apport. Il parle beaucoup, il rassure beaucoup. J'ai vu les défenseurs centraux lui parler, lui demander des choses. Et c'est lui qui rassurait, c'est lui qui appelait le ballon, c'est lui qui appelait les joueurs. Et ça, j'ai trouvé une attitude vraiment bien. Parce qu'un gardien, vous le savez très bien, un gardien, c'est très compliqué. Quand on n'a pas d'arrêt à faire, et on peut vite être déconcentré. Bien sûr. Et lui, on a pu voir qu'il était tout le temps concentré. Et autre élément, c'est que les supporters derrière aiment bien appeler les joueurs, vous savez, etc. Comment ça ? Donc on l'appelle, on l'appelle. Vous l'avez on fait, vous l'appelle. aussi, Moi, je j'imagine. l'ai fait évidemment. Il m'a fait un petit coucou. mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il reste focus. Il reste focus et ça, c'est très important. Donc voilà le 7. Bon, moi, je vais vous dire, moi, le 7, en vérité, même s'il mérite un 7, bien entendu, mais c'était juste pour faire la passe décisive à Noah. Finalement, elle a croqué, elle a marqué juste avant que je fasse sa passe décisive. Voilà tout. On va passer à un autre joueur, peut-être un buteur. On va quand même noter, on va pas noter un joueur, on va noter un geste. Le geste de cette rencontre, c'est le retourné acrobatique d'Ayoub El Kaabi. Moi, je l'ai raté, Aïe, je l'ai raté. J'ai eu un problème de connexion et je l'ai raté. Aïe. Mais est-ce que vous, quand vous l'avez vécu en direct, vous avez vu un superbe geste et j'imagine, alors va falloir me rendre ma craie, Noah, parce que sinon je ne peux pas écrire. Noah, va falloir me rendre ma craie. Vous pouvez prendre les deux, On est même. vraiment à l'école, ça vole les crédits, c'est d'accord. Ah, bien entendu, on va aller partir sur la note. 11 sur 10. 9, 10, on a voulu être un peu sérieux. C'est comme le bac en France. Ah c'est ouais, vraiment, non, il y a moi, une note je au-dessus, il y a des points un point, au-dessus. moi, je- Ah ouais, non, mais 11. c'est un classeur. Pardon, hein, Non, excuse-moi. allez-y. On a eu l'occasion un peu d'évoquer ce but en off. Ce qui est incroyable surtout, c'est qu'Ayoub El Kaabi est en mouvement. Il fait l'appel, il fait la passe à Nasser Al-Haddin, il recule, il marche, il est en marche arrière, si on peut le dire, avant de se lever dans les airs et faire cette retournée acrobatique spectaculaire. Il faut vraiment beaucoup de sang-froid, beaucoup de concentration et il faut vraiment de la technicité incroyable, Saïd. Ah, complètement. C'est rare en fait déjà de réussir une bicyclette. En vrai, on a tous essayé, moi le premier, mais même des professionnels essayent. Et c'est vrai qu'une fois sur 10, malheureusement, ça passe à côté ou ça tape le tibia. Et c'est vrai que Ayoub El Kaabi a cette faculté à réussir ce type d'enchaînement. Moi, pour ne rien vous cacher, hier, lorsque j'ai vu son but, j'ai reçu des messages, évidemment. Moi, je me suis enflammé, j'ai envoyé mes messages sur les groupes, etc. Et j'ai des amis qui m'ont dit « Mais c'est incroyable, comment il fait ça Attends, je ne l'ai jamais vu faire ça, etc. » Des amis en Europe. Ouais. Et je leur ai montré justement une petite compile d'Ayoub El Kaabi. Une compile de 3 minutes. Sur certains matchs, il en Où il tentait même réalise 10 ce ou 11 par match. hein. Souvent décisif. Et il réalise ce type de retournée. En fait, c'est sa marque de fabrique. Il est capable de réaliser ce type de retournée à n'importe quel moment. Et c'est vrai que vous l'avez très bien souligné, c'est que là, hier, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce soit en mouvement. Parce que normalement, un centre, ça arrive sur le côté. Là, c'est une petite transversale vers l'avant, une passe en profondeur pratiquement. Et le réussir en mouvement, se retourner comme ça, avec un défenseur, etc., à un moment clé, etc., bravo, juste bravo. Donc le 11 sur 10, c'est mérité quand même. Je vais poser une question peut-être qui ne va pas plaire à tout le monde. Est-ce qu'il ne serait pas meilleur que le retourné de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid face à la Juve? Mais complètement. Voilà, la réponse elle est Complètement, juste là. Je suis d'accord, je rejoins la vérité. Voilà, merci beaucoup Noah, merci beaucoup Saïd pour ces éclaircissements aussi. Vous nous avez fait une petite palette tactique sur le retourné d'Ayoub El Kaabi. On va passer à la dernière partie de l'émission. On va se projeter sur le match du jour, le match en tout cas que les Marocains vont regarder parce que ça sera les 2 prochains adversaires du Maroc. On passe au prono de la rédac.
Les pronos de la rédaction, j'ai réussi à rechoper ma craie. Merci Noura de m'avoir volé tout à l'heure. J'ai eu peur, je pensais qu'on avait terminé avec les craies. Non. Non. Je me plais, moi. Bah, même là, après l'émission, si vous voulez, on continue à parler juste en cinéma muet avec la craie et l'ardoise. On va parler de ce match qui est attendu entre le Mali et la Zambie. Match prévu à 15h. Les Aigles du Mali face au Chipolo Polo. Le Mali qu'on connaît parce qu'on les a battus en demi-finale de la CAN 2004. On les a battus 6-0 à domicile il y a quelques années, avec notamment déjà la présence de Ziyech à l'époque, et la Zambie qu'on avait battue il y a seulement 2 ans. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, une victoire 1-0 qui avait permis notamment à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la phase à élimination directe et de remporter la compétition. Eh bien, on reprend la droite. Et avant, mais juste avant de nous prononcer, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs sur un total de 6 rencontres, et ça d'ailleurs, je pense que c'est pour vous le rappeler également, entre le Mali et la Zambie, sur un total de 6 rencontres, 2 victoires pour la Zambie, 1 victoire pour le Mali et 3 matchs nuls. Mais il faut dire que le Mali a gagné la dernière confrontation entre les deux nations. Allez, moi je commence déjà à réfléchir. Alors, c'est Mali-Zambie, on est d'accord? Mali-Zambie, absolument. On commence par le Mali, on finit par la Zambie. Mali, qu'on rappelle, sera le prochain adversaire du Maroc. Ce sera dans la semaine. J'ai oublié la date, je dis la vérité, je crois que c'est le 26, si je dis pas de bêtises. 21, 26, 29. C'est ça, 26, voilà, vendredi. 26, 26. Vendredi. Alors, on va jour sacré normalement. Allez, on va partir Attention, sur Annès, il va tricher. Ce match nul. un but partout. Vous partez sur une victoire du Mali. Oui. Pourquoi? Parce que les Maliens sont une très bonne équipe et je trouve que la Zambie est en perte de vitesse depuis un petit moment. Ça date depuis quelques temps. Je trouve que les Maliens ont ce besoin de revanche depuis un petit moment et qu'ils ont préparé comme il faut cette CAN. J'en avais parlé justement récemment en expliquant que les Maliens ne font pas partie forcément des favoris évidemment, mais font partie de cette équipe qui pourrait être la poêle à gratter de la compétition. Et moi je pense qu'il faut les surveiller. Ça va être un gros défi pour eux, mais s'ils lancent parfaitement leur rencontre, ils peuvent gagner facilement ce match 2-0, ce qui sera très très bien pour eux. Et justement, ça mettra encore plus de piment pour ce match Maroc-Mali ensuite, parce que les deux équipes seront à égalité parfaite, avec deux buts en plus inscrits chacun, 0 encaissé. Et ça fera déjà une première finale. Et moi, je trouve que le Maroc a besoin de cet adversaire, justement. J'ai envie d'avoir de la grosse adversité dans ce deuxième match. Mais je crois vraiment aux Maliens dans ce match. On va avoir aussi un public marocain présent pour essayer de pousser de cette équipe, pour aller chercher la première place. On fera un petit mot sur notre Pour moi pronostic, aussi, comme Saïd, j'annonce un petit avantage pour le Mali, avec une Zambie quand même qui essaye de se racheter, de faire peau neuve. Depuis 2012, ils ont été sacrés. Il faut rappeler aussi que la Zambie est un pays qui a été sacré champion d'Afrique. Contrairement au Mali. Et pour vous, Anas, un but partout. Moi, je vous dirais un but partout. Voilà, c'était juste pour changer un peu, parce que si on dit tout le monde victoire du Mali, forcément, là, je fais beaucoup ça. Hein, vraiment, le premier jour, tout le monde a dit Maroc grand favori. J'ai donné Sénégal. Je me suis pris les foudres. Je confirme, il est souvent en contre-courant. En tout cas, pour le match Maroc-Comore, j'ai donné 2-0 et c'était le bon résultat. Merci d'avoir été présent avec nous, Saïd El Abadi. Je le rappelle, alors, la liste est longue. Alors, on va dire journaliste sportif pour le groupe Canal+, auteur du livre à succès, l'histoire du football africain aux éditions Face Cachée, et ami là aussi de la grande famille Médien TV. Merci. Surtout. J'aurais dû le mettre en premier, je pense. En premier, c'est vrai que j'aurais dû dans le désordre, mais c'est le premier. D'ailleurs, on vous attend encore. On espère vous retrouver sur nos plateaux. Dès que vous passez à côté, je serai là avec grand plaisir. Merci infiniment pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis aujourd'hui pour continuer de parler de cette fête du football africain. Anas, ça reste quand même une fête tous les jours, une fête pendant un mois. Nous avons grand plaisir à vous présenter tout ce qui tourne autour de cette CAN, le foot en profondeur. Vive l'Afrique, à l'Africa, allez. Et c'est parti, on vous retrouve demain à 13h30. Salut.